Bien, écoutez, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Donc, pour une dernière webconférence de la saison, donc consacrée à l'Everest. Et pour cela, on a le plaisir, l'honneur, le bonheur de discuter, d'échanger avec Jean-Michel Asselin. Bonjour. Donc, Jean-Michel est journaliste, écrivain, alpiniste. Donc, c'est un homme de montagne et de plume. Il a tenté 5 fois l'ascension de l'Everest. Il va nous en reparler, dont la première fois en 1989, si je ne m'abuse. Oui, oui. Donc, tu as longtemps été rédacteur en chef de Montagne Magazine, de Vertical, d'alpinisme et randonnée. Et aujourd'hui, tu es rédacteur indépendant et tu animes chaque semaine donc une chronique montagne sur la radio France Bleu Isère. Et Voilà, c'est Bleu Pays de Savoie. Pays de Savoie. Et tu Ouais. es auteur donc de nombreux livres, romans, récits de montagne, dont l'avant-dernier, ça c'était l'année dernière, Un mensonge à l'Everest. Et puis, là, très récemment, donc, une histoire de l'Everest dont on va reparler au cours de notre entretien. Donc, merci à tous d'être là. Quelques petits points donc, techniques pour poser vos questions. Bah, le mieux, c'est d'appuyer sur le bouton questions, enfin Q&R d'ailleurs. Comme ça me permet de mieux gérer vos questions au fur et à mesure. Et puis, je les poserai donc en fin d'entretien à Jean-Michel. Et puis, vous avez sinon le chat pour échanger entre vous. Vous pouvez aussi poser des questions si vous avez du mal à trouver le bouton Q&R. Donc, on démarre. Bon, Jean-Michel, merci mille fois. Je sais à quel point tu es occupé. Et puis, en plus, avec l'actualité de ton livre, d'ailleurs, on était ensemble il y a une quinzaine de jours à Oui, Grenoble, hein, chez Glénat. Donc, merci de trouver cette petite heure avec nous. Donc, on va commencer par un petit entretien, comme on le disait, un échange d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Et après, donc, tu répondras donc, aux questions de nos auditeurs, si je puis dire. Je me prends pour un homme de radio. Ça y est. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ta relation, toi, à la montagne? Comment est-ce que tu en es arrivé là? Et puis ton autre talent qui est la plume, qui est ton travail de journaliste et d'auteur. oui, alors, en fait, c'est deux histoires un peu séparées parce que mon histoire de journaliste, elle démarre presque avant la montagne, puisque je suis membre d'un petit journal qui s'appelle Combat non violent, qui est à l'époque, je suis objecteur de conscience, et donc je participe à un travail, une réflexion à travers un petit journal qui sort régulièrement tous les mois sur le thème de la non-violence. Et ce petit journal qui s'appelle Combat non-violent va fusionner avec un autre journal beaucoup plus prestigieux, qui est un journal issu de Harakiri Hebdo. Cet hebdomadaire s'appelle La Gueule ouverte et c'est le premier hebdomadaire d'écologie politique. À savoir que c'est un hebdomadaire qui touche bien sûr l'écologie, mais pas au seul sens environnemental du terme. C'est-à-dire qu'on s'attache à tous les aspects, toutes les libertés. C'est un journal qui parle beaucoup de féminisme, qui parle bien sûr de non-violence, qui parle d'alternatives. Bon, voilà, c'est un journal de contre-culture, quelque part, avec des dessinateurs merveilleux que sont Jean Cabu, pour ne pas le citer, Poussin, Petit Roulet, et d'autres vraiment fabuleux, et puis des journalistes géniaux comme Arthur. Bref, c'est là que je vais faire mon apprentissage du journaliste sur le terrain. Et quand même, à cette occasion, c'est pas la chance, c'est l'opportunité d'être par exemple un des premiers à faire un article sur Seveso, le drame de Seveso en Italie, qui avait vu l'explosion d'une usine qui fabriquait des produits extrêmement dangereux. Et donc, je me suis retrouvé là-bas assez vite pour enquêter. Et voilà. Donc, ça, c'est pour la petite histoire. Je faisais de la montagne à l'époque, modestement, parce que notre magazine était installé en Saône-et-Loire. Nous vivions en communauté. C'était plutôt folklorique. Et j'avais un copain qui faisait régulièrement de l'escalade et qui m'emmenait. Nous allions à Solutré et Vergisson, qui sont deux roches en Bourgogne sur lesquelles il y a quelques voies d'escalade. Alors, il ne faut pas rêver, c'est des voies qui font allez, 50 mètres de haut maximum. Avec cette particularité, c'est comme j'étais très souvent seul, finalement, parce que mon copain n'était pas toujours libre, eh bien, je grimpais seul. Donc, j'arrêtais pas. Je suis un miraculé de ce genre d'escalade parce que j'aurais pu tomber 50 fois
ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est de l'ordre de la chance extrême. Voilà, alors ça, c'est comme ça. Après, il s'est trouvé que j'ai quitté la gueule ouverte. Ma fille est née en 1980 et très peu de temps après sa naissance, là, je faisais de la montagne, je faisais de la cascade de glace, des petites choses comme ça, et j'ai eu un très grave accident dans la face nord des Côtes, dans le massif du Mont Blanc, en hiver, le 18 février. Et cet accident a été gravissime puisqu'il a coûté la vie, nous étions trois, à un des trois de la cordée. Alors on était mal équipés, on n'était pas très bons, on s'était lancé dans une voie qui était visiblement au-dessus de nos forces. Le mauvais temps est arrivé, donc tout était là pour que ça se passe très mal, et ça s'est passé très mal. Mais derrière ça, alors que j'aurais pu mettre une croix à jamais sur la montagne, puisque j'avais entre autres les deux mains gelées, et bien, curieusement, ça m'a relancé dans cette passion encore plus fort. Je ne saurais pas expliquer très bien pourquoi, mais en tout cas, voilà. Et puis j'ai eu la chance, à l'époque, je faisais de temps en temps un petit article pour une revue qui venait de naître et qui s'appelait Alpinisme et randonnée, Alpirando, comme on disait. Et lorsque j'ai eu mes doigts gelés, le rédacteur en chef, qui s'appelait Jean-Jacques Ricoire, très gentiment est venu me voir à Grenoble, où je résidais, chez des copains, et m'a proposé une embauche quasiment, puisqu'il m'a confié les rênes d'un journal qui n'existe, d'une revue qui n'existait pas encore, qui s'appelait L'Année Montagne. C'était une revue donc annuelle que Jean-Jacques malheureusement n'a jamais vue, puisqu'il est parti avec des amis sur le Kanchenjunga, qui est le troisième plus haut sommet du monde. Il a réussi le sommet magnifiquement avec un autre ami qui s'appelle Michel Parmentier, qui était journaliste à l'époque à RTL. Tous deux ont fait le sommet sans oxygène, sans rien, vraiment dans des conditions extraordinaires. Mais malheureusement, à la descente, Jean-Jacques s'est tué. Bon, voilà. Et donc, il n'aura jamais vu la première année montagne que j'ai fait en fin 80. Voilà, c'est comme ça. Et puis après, les choses se sont enchaînées. Ma seule grande chance, moi, j'ai jamais été un très grand alpiniste, hein, puis je ne le revendique pas, parce que c'est la réalité. J'étais un alpiniste moyen, passionné, mais surtout, j'ai eu la chance de connaître tous les grands alpinistes, tous les bons. Et eux ont eu la gentillesse, très souvent, de m'emmener en montagne, faire des choses auxquelles je n'aurais même pas osé rêver. Mais grâce à des gens comme Patrick Béroux, Patrick Gabarou et tant d'autres, je suis allé faire des choses merveilleuses. Patrick Edlinger, bien sûr, Éric Escoffier, etc. Voilà, c'était formidable. Grâce à eux, j'ai fait des trucs dépassant mes capacités. Et c'était génial. Donc voilà, le virus s'était pris. Après, j'avais qu'à me laisser porter. J'ai allié mes deux passions qui étaient l'écriture et la montagne en devenant un journaliste spécialisé dans ce domaine. Et l'aventure pouvait commencer. Et tu es l'un des plus reconnus dans ce domaine. Et c'est vrai qu'il y a eu enfin, tu es une voix voilà, qu'on entend sur. Disons que je suis l'un des plus anciens. Voilà, c'est ça. Je suis un des plus anciens et c'est vrai que quand l'alpinisme commence à avoir un aura un peu plus qu'au-delà du cercle des alpinismes, dans les années 80, eh bien, je suis là et je vais suivre tout ça. Je vais tous les connaître, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Escoffier, Profi, mais vraiment tous, Gersen, tout ce qu'on veut, je les aurais tous connus, tous ne sont pas devenus des amis, mais en tout cas, j'ai lié avec beaucoup de vraies relations. Et encore une fois, ça m'a permis de faire des choses sympas, quoi. Quand Christophe Profi faisait par exemple sa trilogie en hiver, les Guerres, le Cervin, les Grandes Jorasses. Eh bien, moi, par exemple, j'étais monté au sommet de l'Aiguerre, l'attendre. Alors, j'étais parti avec deux copains, puis ils ont coulé leur bielle parce qu'on montait par la voie normale, la face ouest qui est très longue, très laborieuse. Et je suis arrivé au sommet de l'Aiguerre et j'étais là et je ne vois rien.
pas de Christophe Profit. Je me dis, mince, est-ce qu'il a renoncé? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je commençais vraiment à me cailler. J'étais là-haut. J'osais pas boire parce que je lui avais apporté une goutte de thé. Donc, je ne pouvais pas la vider décemment. Et puis, tout d'un coup, j'ai vu un hélico monter presque à ma hauteur. Et là, je me suis dit, c'est bon, il arrive. Et effectivement, à un moment, sur l'arête Mittellegui, un peu plus loin, j'ai vu mon Christophe qui avait une tenue violette, je me rappelle encore, et qui est venu à ma rencontre. On a partagé le thé à ce moment-là, c'était super. Voilà. C'est des occasions comme ça, c'était formidable. Ouais, donc tu as vraiment eu l'opportunité, d'ailleurs, plus que la chance de traverser cette période très féconde pour l'alpinisme Oui, français, hein, des années 80, qui d'ailleurs, ces années qui ont marqué aussi une transition vers les expéditions qu'on a bien appelées sûr. commerciales, hein, Oui, euh, oui, avec notamment donc Bernard Muller là, sur le Gasherbrum, je ne sais plus, c'était en bien 86, sûr. 87, et puis il y en a eu d'autres. Et toi, Oui, Michel ouais, Vincent, Claude Jacou, etc., qui justement, avec le magazine Vertical, avait organisé par exemple l'ascension du Shoyu, qui avait permis à Véronique Perilla de descendre en monoski, à Bruno Gouvi de voler du sommet en parapente, etc. Donc c'était une période assez féconde, comme tu dis, de cet alpinisme-là, un petit peu original, un petit peu déjanté, un petit peu... On se prenait pas la tête. et alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fin des années 80? Alors, Ton envie d'Everest, montagne alors particulière, toi? mon envie d'Everest n'est pas du tout, elle s'est pas forgée dans ma tête comme ça, comme une évidence. Il s'est passé qu'en 88, je suis allé avec un guide que tu dois connaître qui s'appelle Michel Pelé, qui est un grand guide de Chamonix, grand connaisseur du Népal, parce qu'il avait été dans les années 60, fin 60, début 70 au Népal avec son frère en 4L. Donc à une époque quand même, en partant de Paris, voilà quoi, c'était déjà une aventure. Et avec Michel Pelé en 1988, nous étions allés au Tibet et nous avions gravi un peu, je dirais pas par hasard, mais une montagne qui s'appelle le lac Paris, qui est un sommet qui fait 7000 mètres. Mais alors on l'avait gravi comme on ferait une montagne, je ne sais pas, de 3000 mètres ici dans le massif du Mont Blanc, où on serait là, on passerait au pied, puis pouf, on prendrait notre piolet et hop, allez, on y va. Là, c'est un peu comme ça. Bon, un peu plus compliqué, un peu plus haut, mais pareil, pas de Sherpa, pas de corde, rien, voilà, on montait. Et là, j'ai vu l'Everest sous un angle, très peu de gens le voient comme ça. Parce que là, je voyais vraiment l'intégrale de cette grande arête nord qui n'a jamais été complètement réalisée aujourd'hui. Et c'était vraiment très joli. En revanche, je ne peux pas dire que j'ai été séduit par l'Everest euh, versant népalais, que j'avais rencontré bien plus tôt, dans les années 80, en allant faire un trek au Népal, au camp de base de l'Everest. Un des premiers treks qui avait été organisé là-bas par une agence. Et je m'étais retrouvé au Kalapatar, comme tout le monde, cette merveilleuse colline. Et là, j'avais vu cette montagne et je m'étais dit, oh, c'est haut, c'est massif, c'est pas pour moi. Jamais j'irai là-dessus. Et on sait ce que c'est des serments d'ivrogne et bilan des courses. En 89, après avoir fait ce 7000 le lac Paris, où je m'étais senti parfaitement bien à cette altitude de 7000 mètres, bah, je me suis dit, oh, bah, j'irai bien sur l'Everest. Enfin, je ne me suis pas dit ça. On m'a proposé d'être le photographe d'une expédition organisée par donc deux guides de haute montagne, Michel Vincent et Claude Jacou. Et donc, je suis allé pour l'agence de presse SIPA comme photographe pour suivre cette expédition qui regroupait à la fois des amateurs et des alpinistes de très bon niveau. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier que 89, c'était une année particulière parce que l'expédition se passait au Tibet, donc en Chine, sur le versant nord, la voie historique de Mallory et Irvine.
Et 89, c'était Tiananmen. Donc les Chinois étaient très tendus et n'avaient vraiment pas envie que des étrangers viennent voir un peu ce qui se passe dans le pays. Ce qui fait par exemple que nous n'avons pas eu l'autorisation en tant qu'alpinistes de se rendre à Lhasa. Ce qui pour moi était un crève-cœur parce que j'étais allé en 88 et j'adorais cette ville qui à l'époque n'était pas du tout encore sinisée ni sinistrée. Et donc, on n'avait pas eu le droit. Voilà. Et c'était spécial puisque cette expédition en 89 voulait commémorer aussi à travers l'ascension de l'Everest une autre ascension, celle de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce qui a entraîné diverses choses. Par exemple, nous avions des piolets un peu bleu, blanc, rouge, tu vois, et surtout dans le manche du piolet, il y avait un papyrus, un rouleau de la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous étions censés lire par étapes à différents endroits, et puis bien sûr, espérant être un jour au sommet et achever notre ascension par la lecture d'un extrait de cette déclaration universelle. On n'avait pas raconté ça aux Chinois, je pense qu'ils n'auraient pas aimé. Voilà. C'est clair, c'est énorme. Donc, et comment ça s'est passé alors, cette expédition de 89, peut-être enchaîner sur les autres ensuite? oui, alors cette expédition de 89, c'était très très étrange parce qu'on est parti très tôt. On est parti, je crois, le 8 août. J'ai toujours mon petit carnet, tu vois, d'expédition. Je ne sais pas si vous voyez. Expédition Everest 89. Donc voilà, Voilà. voilà c'est mon carnet. Et C'était une expé d'automne alors, en fait. alors, c'était une expé, on est parti le 8 août. Ouais. Donc on est parti un peu comme avait fait Messner, finalement assez tôt dans la saison. À vrai dire, je ne sais pas bien pourquoi. Mm. Mais en tout cas, voilà. On est parti là-bas. Il y avait déjà une expé de l'armée espagnole, plus une expé basque, qui, quand on est arrivé, était déjà très haut. Je crois qu'ils avaient installé un camp à 8000 mètres. Mais ils étaient littéralement envahis par la neige. La montagne était intégralement blanche. C'était vraiment des conditions très, très compliquées, très dures. Donc, quand ça a été notre tour, on s'est acclimaté, on est allé au camp de base avancé à 6004, on est resté des jours et des jours, puis on est monté, on a brassé de la neige comme pas permis. Bref, l'expédition, il n'y avait pas que des manches, hein. Il y avait à côté de nous, il y avait l'Autrichien Hans Kammerlander, qui est quand même pas le dernier venu. Voilà. Et en fait, avec Hans et d'autres gens, on s'est tous englués aux alentours de 8000 parce que c'était impossible de traverser des plaques avant monstrueuses. Là, on aurait pris de très, très, très gros risques et je remercie vraiment encore Hans Kammerlander qui avait le nez creux de nous dire bon, les gars, on va s'arrêter là, ça ira très bien. Bon, bref, on n'a pas réussi, mais certains d'entre nous ont piqué le virus, vraiment beaucoup. C'est certain, ben, c'était Chantal Mauduit, Bibi, moi-même, et quelques autres. Voilà, on pouvait plus se passer de l'Everest. Donc Hans Kammerlander, donc grand compagnon de Messner, hein, bien De sûr. Messner, voilà, oui. Ouais. Qui avait établi des records d'ascension, etc. Encore une fois, vraiment pas un manche. Hein. Et bon, il avait compris qu'on n'irait pas beaucoup plus haut. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, pour ce type d'expédition, tout le monde cible le printemps. Alors maintenant, tout le monde cible le printemps, et à juste titre, Mm. parce que c'est nettement, c'est mieux, quoi. En général, la montagne est déneigée, il y a des grandes parties rocheuses, le temps est parfois plus clément. Bon, le fait que les expés françaises se déroulaient beaucoup en automne vient vient des guides qui en fait avaient leur saison creuse très souvent à cette époque-là et qui se rendaient donc au Népal parce qu'ils avaient en gros ils n'avaient pas de boulot quoi. Et donc c'était parfait pour eux pour imaginer des expés.
Voilà. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la plupart du temps, sur des hauts sommets comme celui-ci, au Népal, se font au printemps. Et c'est nettement préférable. Et donc, tu es retourné donc 4 fois. Alors, je suis retourné en 90 parce que j'ai eu une proposition d'un ami qui est guide d'haute montagne et qui avait l'idée d'un film, un vrai film, hein, pas un petit film de montagne, hein, un vrai film avec des acteurs et tout ça, des dialogues, enfin des vrais preneurs de son, des vrais caméramens et tout. Il avait même trouvé un sponsor, enfin pas un sponsor, appelons ça un mécène, qui finançait à la fois l'expédition et toute la partie film, qui était extrêmement coûteuse. Mais il s'est trouvé, alors je ne sais plus si en 90 ou en 91, parce que je confonds parfois un peu mes dates. La première guerre du Golfe était en quelle année? 91. 91. Alors l'expédition dont je parle était en 91. Donc en 91, notre fameux mécène avait quelque intérêt dans le Golfe et visiblement, il s'est retrouvé sans d'effet de toute monnaie sonnante et trébuchante. Et donc, il n'était plus question de faire le film, alors qu'on était sur place et qu'on avait les caméramans, tout. Donc, en fait, on a changé intégralement le scénario, on a créé autre chose, et moi, j'écrivais des dialogues pour mes deux acteurs principaux qui racontaient en fait une histoire d'amour sur l'Everest et qui étaient Pierre et Cécile. Voilà. Et donc, c'était assez rigolo. C'est une expérience un peu unique, un peu branzingue, mais drôle, poétique, et voilà. Et qui m'a pas permis d'aller au sommet. Bon. En 90, alors donc l'année d'avant, j'avais été là-bas parce que tout simplement, comment j'avais fait? Ah oui, j'avais été embauché pareil, pour le Figaro, pour prendre des photos d'un alpiniste qui allait aller au sommet de la montagne. Et voilà, ça ne s'est pas fait. Mais bon, j'étais sur les expés. Bon, c'était génial. Et enfin, la troisième expé en 92, celle-là, je l'avais organisée avec deux copains guides. Et bon, il y avait plein de monde. C'était bien sympa, mais pareil, pas de sommet. C'est côté népalais pour le coup. Côté népalais. Toutes les autres, à part le 89, j'ai toujours grimpé côté népalais. Ben, c'est vrai que c'est très Mais compliqué. toujours en automne. Et toujours à l'automne, ce qui n'est pas simple hein, aujourd'hui. Ce Enfin, qui très n'est peu de pas ça. gens tentent l'automne, hein, vraiment. Ouais. Après la mousson. Ah non, non, c'est vraiment pas ça. Ah Ouais. ouais, non. Non, là, il y a trop de neige, ça va pas, c'est pas. Tu vois, quand je vois des photos du col sud aujourd'hui où les gens s'installent, je suis surpris, quoi, parce que c'est un col sud déneigé. Alors, il y a un inconvénient, c'est qu'on voit un peu plus les carcasses de tentes et les petits trucs oubliés par les alpinistes. Mais moi, dans ces années-là, c'était couvert de neige, c'était une belle étendue de neige. Voilà, c'est tout. Bon. Bon, ben, et la dernière tentative, c'était en 2000, C'était en 2003. 2003. Alors, c'était pour le cinquantenaire de l'ascension, de la première ascension de l'Everest. C'était ce qu'on appelait le Golden Jubilé. Donc, on fêtait à la fois les 50 ans de la conquête de l'Everest, les 50 ans du couronnement de la reine d'Angleterre. Bref, c'était des festivités importantes à Katmandou, etc. Et on avait, avec des copains, créé une expé qui était basée sur un truc assez original. C'était que tous les membres de l'expé occidentaux étaient associés à un alpiniste Sherpa ou d'autres ethnies népalaises. Mais voilà, on avait composé des sortes de cordées pour bien célébrer finalement cette cordée qui avait vaincu, qui avait gravi la première fois l'Everest et qui était composée du Néo-Zélandais Edmond Hillary et du Sherpa Tenzin Norgay. Donc on avait créé cette espèce de mouvement
qui a été un peu compliqué, qui ne s'est pas déroulé comme on voulait. Mais bon, ça a permis quand même à Patrick Béraud, Nicolas Munier, Éric Loiseau, un navigateur, et 3 autres Sherpas, de gravir le sommet magnifiquement, dans des conditions qui étaient quand même un peu chaudes. Bon, bah, du coup, avec toutes ces expériences, évidemment, et puis toute ta grande culture de la montagne, bah, tu es devenu le spécialiste, hein, ou un des grands spécialistes, spécialistes éminents de cette montagne, de l'Everest. Euh, du coup, est-ce que tu peux, pour ceux qui justement n'ont pas cette culture, nous retracer un peu les grandes étapes Oui. de sa conquête? Alors, pour moi, la conquête, il faut d'abord parler du nom. Parce que l'Everest, il n'arrive pas comme ça par hasard, c'est un nom bien spécial, c'est pas du tout un nom autochtone, puisque le nom autochtone sur les cartes qui étaient annotées par différentes personnes dès le XVIIe siècle, c'était Chomolungma. Et en fait, ce nom d'Everest est intervenu parce que en Inde, dans l'Empire britannique, il y avait un service de cartographie qui se nommait le Survey of India. Et ce service de cartographie, donc, cartographiait l'Himalaya. Et ils étaient chargés donc d'évaluer la hauteur des sommets. C'était un travail très compliqué, d'autant que le Tibet était plus ou moins fermé, voire fermé, le Népal aussi. Donc, ils envoyaient des espions qui se déguisaient en moines et qui, dans leur moulin à prière, avaient en fait des carnets de notes, etc. Bref, sur leur chapelet, ils égrenaient pour trouver les bonnes distances qu'ils faisaient à pied. Et en fait, ils avaient sur leur carte un pic 15 qu'un certain Radhanath Sigdar, qui est un mathématicien indien, grâce aux données ramenées par les espions, avait identifié comme étant un sommet de 8840 mètres. Donc un sommet plus haut que tous les autres sommets. Et là, le directeur du Survey of India, qui s'appelait Andrew Vaughan, s'est dit je vais faire plaisir à mon prédécesseur, qui s'appelait George Everest, et on va donner à ce pic 15 le nom de Everest. Alors c'est un peu curieux parce que ce brave George Everest avait trouvé ça sûrement très sympathique de la part de Andrew Vaughan, mais il avait ajouté immédiatement bon, je pense que ce n'est pas une bonne idée parce que personne, ni les Tibétains ni les Népalais, n'arriveront à prononcer ce nom qui n'est pas du tout un nom autochtone. Voilà. Mais Andrew Vaughan c'est juste contenté de cette histoire-là. Il n'a pas cherché à savoir s'il y avait un autre nom. On l'a appelé Everest et vaille que vaille, ça a marché. Et c'est un hold-up linguistique incroyable puisque l'Everest va s'imposer. On a beau essayer d'appeler ça Chomolungma, Sagarmatha, comme les Népalais le font, non, on parle de l'Everest. Il ne faut pas rêver, c'est comme ça. Et ce pauvre George Everest, eh bien, il n'aura jamais vu sa montagne. Je ne sais même pas s'il l'a vu en photo. Donc c'est triste. Hein. Donc ça, c'est... Alors l'histoire commence là. Ensuite, l'histoire, donc le Tibet est fermé. Et là, on est en plein problème géopolitique parce que on a la Russie qui est frontière avec le Tibet, qui lorgne depuis pas mal de temps déjà avec le Dalai Lama, établir des contacts, etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils veulent avoir une frontière commune avec l'empire britannique qui, lui, est installé en Inde. Les Indiens, quand ils vont avoir vent de ces tractations des Russes, ils vont tout de suite se dire non, non, mais ça, on ne laisse pas faire. Et ils vont envoyer une petite troupe en 1904 qui est menée par un militaire qui s'appelle Young's Band, qui est également un alpiniste. Ils vont l'envoyer au Tibet. Alors, ce n'est pas du tout une opération pacifique. Hein. Young's Band est à la tête d'une petite armée. Ils vont avancer au Tibet. Les Tibétains vont essayer de résister. Et en fait, ils vont se prendre des balles de mitrailleuse dans la tronche. Il y aura 700 ou 800 morts. Ils vont se rendre fort heureusement en disant bon, ben ça va, c'est bon, on a perdu.
Les pauvres, ils n'avaient que des arquebuses, des trucs comme ça. Et voilà nos Anglais qui débarquent à Lhasa, qui établissent un comptoir commercial où ils vont poser donc un représentant de l'Empire britannique. Et à partir de là, ils vont commencer à se dire hey, l'Everest, c'est peut-être pour nous. Parce qu'il ne faut pas oublier que les deux pôles du monde, le pôle sud et le pôle nord, ont été conquis. Il reste ce troisième pôle, qui est le pôle de l'altitude. Ce n'est pas anodin, c'est une montagne d'absolu. Et les Anglais, dès 1921, vont se lancer à l'assaut de cette montagne. Les Tibétains ne pourront pas leur refuser un accès. Et donc, en 1921, 1922, 1924, puis après dans les années 30, etc., jusqu'en 1950, les Anglais vont s'échiner sur cette montagne sans jamais arriver au sommet. Ils vont faire des choses fabuleuses, ils vont battre des records d'altitude sans oxygène. On a Norton qui va dépasser 8500 mètres, on a Winaris, etc. Bref, plein de gens qui vont établir des beaux records d'altitude. Et puis, en 24, on a ce mystère de la cordée Mallory et Irvine qui vont disparaître. Est-ce que c'est près du premier ressaut ou près du deuxième ressaut? On ne sait pas bien. Le témoignage du seul témoin, Noël Odell, qui est donc un géologue qui les regarde avancer, il n'est pas sûr complètement de ce qu'il a vu. Il n'est pas sûr que les deux personnes descendent, montent. En tout cas, un nuage va cacher Mallory et Irvine définitivement. On va les perdre et on ne saura jamais, pour l'instant, ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils ont atteint ou non le sommet? Et malheureusement, ce n'est pas la découverte en 1999 du corps de Mallory qui va résoudre l'équation. Je dirais presque même sa découverte va encore alimenter le mystère. Parce qu'il y a des indices. Ses lunettes sont dans sa poche. Ça veut dire qu'il montait ou il descendait de nuit. Il n'a plus la photo de son épouse Ruth qu'il devait poser au sommet de l'Everest. Alors, est-ce qu'il l'a perdue? Est-ce qu'il l'a posée à une altitude X ou Y? On l'ignore. Donc voilà, c'est quand même... il a la jambe cassée, la corde qu'il a encore autour de la taille est également brisée. Donc, il a fait une chute. Mais où est Irvine? On ne sait pas. Alors, peut-être qu'un jour, on le retrouvera, ce fameux Irvine. Sachant qu'en 1960, les Chinois qui ont fait une expédition dont on n'est pas certain aujourd'hui du succès. On est sûr qu'ils ont réussi en 75 parce qu'ils ont pris beaucoup de photos, voilà, mais en 1960, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Alors, ils ont annoncé quand même un truc un peu étrange, c'est qu'ils avaient vu le corps d'un vieil Anglais mort et qu'ils ont visiblement posé ce corps dans une crevasse. Est-ce que cet Anglais mort était Irvine? Allez savoir. En tout cas, Irvine a peut-être l'appareil photo et peut-être que si on le retrouve... Voilà. C'est ça, il y a ce fameux appareil photo. Oui. Et tu nous confiais là, il y a quelques semaines que tu avais retrouvé des choses intéressantes à ce sujet. Je ne sais pas si tu es dans le coin. Je l'ai là. Voilà. Il est là. Voilà. Vous voyez? Un peu plus bas. Un peu plus bas. Voilà, là. Ouais. Voilà. Ça, c'est l'appareil photo. C'est le modèle, en tout cas, Kodak Vest Pocket que possédait Irvine ou Mallory. Mais l'histoire vaut d'être racontée parce que dans la vie, il y a des hasards un peu curieux. Il se trouve que dans une brocante à Ajaccio, j'avais vu quelqu'un qui vendait des appareils photo à soufflet anciens, etc. Je lui ai demandé s'il n'avait pas un Kodak Vest Pocket. Il m'a dit, oh, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais aller voir.
Et il me ramène ça. Ah, je dis, ah bon, ben, voilà, je l'achète, etc. Oui, c'est bien le modèle dont parle l'expédition. Hein. C'est un modèle qu'on appelle autographique. Voilà. Et puis, je retourne quand même le voir le lendemain, ce fameux brocanteur, et je lui dis, mais vous l'avez eu où, cet appareil? Et c'est là qu'il me raconte cette histoire un peu étrange. C'est quelqu'un qui revenait du Tibet qui lui a vendu, visiblement, cet appareil. Donc, je ne peux que me dire que cet appareil, c'est peut-être vrai qu'il revient du Tibet. Et je peux que me dire qu'il n'y a pas 36 milliards de personnes qui se sont baladées avec un Kodak Vest-Pocket au Tibet. Donc peut-être que je le détiens. Malheureusement, il n'y avait pas de pellicule dedans. Je pense que si les Chinois avaient trouvé l'appareil photo, ils auraient enlevé la pellicule. Parce que les Chinois voulaient vraiment être les premiers à gravir cette voie historique de l'arête nord. Ils n'auraient vraiment pas accepté de développer une pellicule et voir Mallory au sommet de ce qui était pour eux leur montagne. Parce que ça, c'est 1924, et puis Ouais. effectivement, le Tibet va se fermer, et c'est la raison Alors, le pour Tibet va laquelle. se fermer exactement en 1950, et là, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Celle-ci, c'est la porte du Népal. Elle s'ouvre et, pas de bol pour les Anglais, elle ne s'ouvre pas pour eux. Elle s'ouvre en premier lieu pour les Français, parce qu'on a un excellent ambassadeur du côté de l'Inde qui s'appelle Francis de Noyelles, qui va négocier un truc avec le Maharaja du Népal, le roi du Népal, et les Français vont ouvrir le bal de l'ascension des 8000 en gravissant l'Annapurna et, alors ils avaient le choix, le Dholagiri ou l'Annapurna. Ils vont gravir l'Annapurna magnifiquement. C'est l'expé extraordinaire qu'on connaît tous à travers le livre de Maurice Herzog, Annapurna, premier 8000, qui est un livre hyper connu dans le monde entier parce que, au-delà de l'ascension d'un sommet, c'est vraiment une aventure. Excusez-moi, excusez-moi, Pas de souci, c'est un oubli de ma part. ça arrive. Oui, ça arrive. Il faut que j'arrive à me mettre Sur silencieux. sur silencieux, sur avion, sur tout ce que vous voulez. Voilà. Et en fait, donc, ils ont magnifiquement gravi cette Annapurna. C'est devenu une histoire humaine, profondément humaine, puisqu'il va y avoir derrière les amputations, la souffrance, et ça va devenir un véritable mythe, le mythe annapurnien. Bon, voilà. Je rappelle juste un truc quand même, c'est que les Français, en 1950, ont gravi cette montagne quasiment sans Sherpa, sans oxygène, et sans corde fixe. Et ça a été un très bel exploit. Et il faut le noter. Malgré toutes les polémiques qu'il y a derrière, moi j'aime les oublier, ces polémiques. J'aime croire en cette cordée, Herzog, Lachenal se tenant là-haut, c'était magnifique. Derrière, en 51-52, les Anglais vont toujours pas avoir l'Everest. Ce sont les Suisses qui vont avoir l'Everest, essentiellement en 52, et ils vont presque griller la politesse aux Anglais, puisque le guide aux pieds courts, on l'appelait comme ça parce qu'il avait les pieds coupés, les orteils coupés, qui s'appelle donc Raymond Lambert, va gravir avec Tenzing Norgay, qui en est à sa 5e ou 6e expédition. Il va gravir le sommet sud pratiquement de l'Everest. Ils vont monter jusqu'à 8006, pas tout à fait le sommet sud. Mais c'est exceptionnel parce qu'ils vont ouvrir la voie. En fait, ils vont permettre les Anglais derrière, il y aura une grosse partie du boulot qui sera fait. Et donc, quand les Anglais vont aller en 53, quand ils vont apprendre que les Suisses ont échoué, ils vont faire ouf. Ils sont super. Je dis pas qu'ils sont heureux, parce qu'on est fair play, même quand on est anglais, surtout quand on est anglais. Et donc, ils vont simplement se dire, bon, ben, ça va, on a un peu de chance. Voilà. On va pouvoir offrir à notre reine un cadeau merveilleux. Et là,
Et là, alors que tout le monde pensait à l'époque que le chef d'expé serait naturellement Eric Shipton, qui était celui le plus capé sur l'Everest, celui le plus capable. Eh bien non, on le trouve trop doux, peut-être trop mou, trop poète. Alors on va employer un type qui est un colonel, qui s'appelle John Hunt, et lui, il va dire, on attaque l'Everest, on y va, et c'est presque une expé quasi militaire qui va se rendre sur la montagne en 53, qui va embaucher, et ça c'est une première, un Népalais comme alpiniste à part entière. Tenzing Norgay ne sera pas un simple porteur, il sera dans les cordées d'assaut, et ça va être la réussite absolue, puisque ce sera le Néo-Zélandais Edmond Hillary et Tenzing Norgay qui vont atteindre le sommet le 29 mai, donc après une ascension magnifique. Alors après cette première ascension, et c'est ce que tu décris magnifiquement dans ce livre, il s'est passé plein de choses quand même sur Voilà. l'Everest. C'est pas, ça ne s'est pas arrêté là. Et donc, Qu'est-ce que tu retiens, toi, comme grand moment depuis alors, 1963? alors l'histoire de l'Everest, c'est une histoire qui ne finira jamais, parce que comme toutes les montagnes, et parce que c'est un absolu, elle est le théâtre de choses forcément fantastiques. Alors d'abord, il y a l'Everest, c'est pas réduit à une seule voie. Donc il n'y a pas que la voie normale, qu'elle soit du côté népalais ou du côté tibétain. Il y a des voies fantastiques. Je pense par exemple à la voie de Tom Orbein et de Willie Unsold, l'arrêt ouest et le couloir qui deviendra le fameux couloir Orbein. Ça, c'est un exploit fantastique. Après, il y a des voies, la face sud-ouest par les Britanniques, Doug Aston, Doug Scott, qui vont bivouaquer sans rien du tout à 8700 mètres au sommet sud de l'Everest. Donc, il y a vraiment des tas d'aventures. C'est une aventure humaine. C'est une aventure, c'est du rêve, quoi. On a des héros, des samouraïs comme Yasuo Kato, un japonais qui va mourir là-haut dans des conditions dantesques. On a Reynold Messner qui va avec Peter Habeler gravir l'Everest sans oxygène, alors qu'on ne sait même pas à l'époque si c'est possible de façon médicale. Ils vont y arriver. Et ça, c'est formidable. Et puis Messner, qui en 80 revient sur cette montagne, va sur le versant nord, après la mousson, en pleine mousson même. Il a personne. Il y a sa copine qui est au camp de base, qui s'appelle Nena Holguin, qui est une photographe canadienne. Et lui, il va se lancer là-dedans. C'est un exploit fantastique qui ne sera jamais repris. Qui va se retrouver tout seul sur l'Everest aujourd'hui pour vivre un truc pareil? Personne n'en vit. Et je les comprends. Donc voilà, l'Everest, c'est une formidable histoire humaine. Encore aujourd'hui, je vois tous ces gens, on a l'impression, voilà, ben oui, il y a la queue, ils sont tous là les uns derrière les autres. Mais c'est facile, quand on est dans son siège, dans un fauteuil, de penser que ça n'a plus d'intérêt, que voilà, que ce qu'ils vivent là, franchement, je sais pas, moi, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, ils font quand même un effort. C'est très dur, l'Everest. C'est pas une partie comme on peut l'imaginer. C'est pas facile. Il suffit pas d'avoir plein d'oxygène, d'avoir des bons sherpas. Il faut avoir une motivation d'en faire. Il faut être généreux de soi-même. Il faut savoir que peut-être on ne va pas revenir. Bref, c'est quand même une aventure, même aujourd'hui. Et moi, je trouve cette aventure, bah, j'ai eu la chance de la vivre peut-être de façon, j'ose pas dire plus merveilleuse, parce que ça serait avoir un jugement sur ce qui se fait aujourd'hui. J'ai pas envie de juger ce qui se fait aujourd'hui. J'ai envie de dire simplement qu'il y a de très belles montagnes au Népal, qui sont pas forcément l'Everest, qui s'appellent le Manaslu, le Makalu, le Kanchenjunga, le Dhaulagiri, etc., etc. Il y en a un paquet. Et que elle demande que de vous inviter. Donc allons-y.
Alors, c'est une transition effectivement toute trouvée sur ces expéditions, donc on appelle communément commerciales, dont nous sommes un des organisateurs parmi quelques autres. Euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé en fait justement depuis la fin des années 80, depuis toi quand tu as commencé finalement au tout début de ces histoires jusqu'à aujourd'hui? Quels ont été les grands changements, les grands chamboulements justement de cette ascension? Alors, je pense que les grands chamboulements viennent essentiellement de la part des autorités népalaises qui, lorsque, par exemple, nous grimpions en 90, il y avait pratiquement une expé par voie. C'était très peu, ça faisait très peu de monde sur la montagne. Alors, on jouait un peu sur les mots. Par exemple, on disait, ah, mais on fait le pilier sud de l'Everest. Non pas la voie qui traverse, tu vois. C'était un peu des astuces parce qu'en fait, on ne faisait jamais le pilier sud, donc tout le monde faisait la voie normale. Mais bon, c'était un peu une astuce. Mais il y avait, du coup, il y avait très peu d'autorisation. Finalement, on n'était pas si nombreux que ça. Donc, on ne se gênait pas. L'équipement était géré par les expéditions eux-mêmes, c'est-à-dire dans un accord commun entre les Népalais et les Occidentaux. C'est-à-dire que moi, j'ai porté des rouleaux de cordes fixes, j'ai planté des broches pour fixer des échelles, etc., avec des Népalais. Tout ça a changé quand même très vite, hein. Déjà dans les années 2, 3 ans après, en 92, c'était déjà plus comme ça. Il y avait déjà les Sherpas qui organisaient l'équipement de la cascade de glace. On avait ce qu'on appelle des Icefall Doctors, ces gens qui ne faisaient que équiper le glacier de l'Icefall. Et donc, on n'avait plus à l'équiper. Il suffisait de payer par contre leurs prestations. Donc voilà, les choses avaient un peu changé. Et ce qui a changé terriblement, c'est que maintenant, on accorde énormément de permis, puisque encore cette année, je crois que sur le versant népalais, il y avait plus de 450 permis donc accordés, et tout ça, bien sûr, sur la voie normale. Donc, 400 468, ouais. oui, ça fait du monde, quoi. On peut imaginer, hein. D'autant que c'est ce que tu disais. Enfin, les Sherpas, fin des années 80, début 90, étaient assez peu présents finalement dans les expéditions que vous montiez. Aujourd'hui, c'est un ratio quasiment de un alpiniste occidental pour 2 Sherpas. Oui, c'est ça. Alors Donc, que, ouais, 468 permis, donc il faut comprendre pour ceux qui nous écoutent qu'en gros, allez, c'est 500 permis pour des alpinistes payants occidentaux. voilà, Et derrière, il y a 1000 Sherpas, un pour deux, voilà, que sur la montagne. Ça fait 1500 c'est à peu personnes. près ça. Alors que encore, tu vois, dans les années 90, quand on faisait ça, on avait extrêmement peu de Sherpas. C'était vraiment pas grand-chose, quoi. Donc, il fallait porter le matériel, c'était beaucoup plus compliqué. On n'osait pas prendre beaucoup d'oxygène parce que c'était lourd. Et donc, en fait, on prenait de l'oxygène systématiquement qu'à partir du col sud. Et souvent, enfin, pour moi, ça a été le cas et pour d'autres de mes compagnons, nous n'avions qu'une seule bouteille d'oxygène pour faire l'aller-retour sommet, col sud, sommet, retour. Ce qui était largement insuffisant. Ouais, c'est clair. Mais bon, voilà, c'était comme ça, on se posait pas trop de questions. Ça nous paraissait pas, ça nous paraissait normal, quoi. Bon. Pour, pour don- pour donner un éclairage là-dessus, aujourd'hui, les expéditions donc, démarrent plutôt l'oxygène à 7004, c'est-à-dire au Oui, camp 3. Le col sud dont parle Jean-Michel, c'est 8000. Donc, c'est oui, le dernier camp, le camp 4. Et donc, la plupart des expéditions prennent l'oxygène au camp 3, donc à 7004, voire même maintenant au camp 2 à oui. 6004. Une chose a changé aussi, c'est les départs, par exemple. Nous, quand on était au col sud, on ne partait pas vers le sommet avant 3 heures du matin. Maintenant, quasiment, les gens partent à 10 heures du soir, hein, pratiquement, pour le sommet. Et c'est différent. C'est une autre stratégie. Ce qui a beaucoup changé aussi, c'est l'approche météo. Parce que, alors à partir de 90, à partir de 91,
on avait déjà du routage météo qui était très correct. Mais sinon, c'était quand même des routages météo extrêmement succincts et pas toujours au point, alors que maintenant, c'est super précis. On sait la vitesse du vent au sommet avec une précision qui est très très bonne. Voilà quoi. Bon, sachant que sur l'Everest, le temps peut changer très vite et quelquefois surprendre même le meilleur des routeurs météo. C'est vrai. D'où les problèmes qui ont eu lieu en 96, où là, les gens se sont fait littéralement avoir par un changement de temps un peu trop soudain. Je rappelle, ça avait causé la mort de douzaines de personnes. Oui, c'est le fameux film Le Everest. Et puis, fameux film Everest, voilà, et la mort de 2 guides d'expédition, Rob Hall et Scott Fisher, qui étaient des alpinistes très aguerris et très habitués de l'Everest. tout à fait. C'est quoi? En 96. Oui, c'est ça. 96, c'est une tragédie à l'Everest, non? C'est ça, Oui, ce qui a été fameux. raconté par le journaliste John Krakauer dans un livre assez extraordinaire. Et donc, je sais que à la fois tu es journaliste, mais à la fois grand témoin et spécialiste de cette montagne. Donc, je sais que tu es interviewé assez fréquemment. Bon, là, j'ai eu un entretien là, avec un journal il y a quelques jours. Tout le monde est fasciné, enfin fasciné ou effrayé par le nombre de morts de cette saison, puisqu'on a, je crois, 12 décès et 5 disparus. Bon, disparaître sur cette montagne, en général, ça, c'est assez peu de chance. Oui. Ça, c'est une évolution que toi, tu perçois comment? Alors, curieusement, c'est une année un peu spéciale parce que les autres années où il y avait quand même du monde, hormis les épisodes Covid, etc., il n'y a pas eu autant de morts. Donc, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé cette année. Euh, Quelle est la typologie des gens qui sont décédés sur l'Everest? Est-ce que c'est des gens qui avaient déjà un bon background himalayen ou pas du tout? Là, je ne connais pas assez. Je voudrais juste resituer quand même quelques chiffres, hein. Aujourd'hui, on a presque 12 000 ascensions réussies de l'Everest. Mais ça ne représente pas 12 000 personnes, puisqu'il y a énormément de doublons, voire de triplons, etc. Il y a des gens qui ont fait 10 fois l'Everest. Il y a un occidental qui l'a fait, je crois, 17 fois. Il y a un Sherpa qui l'a fait 27 fois, en Camille. Donc, voilà. Mais ça représente, ce qui est très intéressant, ça représente en fait à peu près 7 000 personnes différentes qui ont réussi l'Everest. Et sur ces 7 000, plus de la moitié sont des Sherpas. C'est ça qu'il faut bien voir. C'est ça qui est extraordinaire. C'est depuis tout temps, les Sherpas sont les vrais héros de l'Everest. Et ça ramène aussi les statistiques à leur juste valeur, c'est-à-dire que bon, nous-mêmes, quand on a des gens qui nous contactent pour l'Everest, et je pense que c'est ça aussi qui explique l'accidentologie sur le sommet, c'est qu'on a des gens de moins en moins cultivés, de moins en moins autonomes, qui ont l'impression, de moins en moins humbles, qui ont l'impression que c'est un sommet facile. Oui. Merci de rappeler tout à l'heure que c'était absolument pas anodin de faire l'Everest. Non, non, c'est exactement comme pour le Mont Blanc. Croire que le Mont Blanc, c'est facile, c'est vraiment de la désinformation. Le Mont Blanc n'est pas facile. Point barre. Il ne peut rien, c'est comme ça. Le Mont Blanc, si on veut le faire bien, dans de bonnes conditions, eh ben, il faut être bon ou alors il faut avoir un bon guide. Voilà, c'est très simple. Il faut être acclimaté. Ben, l'Everest, c'est pareil. Si on veut le faire dans de bonnes conditions, en étant bien, il faut être bon, il faut être avec un bon guide et il faut être bien acclimaté. Ben oui. Et les chiffres que tu cites, tu vois, quand les gens ont en tête 12 000 ascensions, mais en fait, la réalité, c'est que c'est 3 500 occidentaux qui ont atteint le sommet. Ça, on l'oublie beaucoup. De la même façon, quand on retire les Sherpas des sommets réussis, on se rend compte que finalement, l'Everest est là cette saison, c'est un taux de réussite de 45%. Quand les gens calculent, tu vois, de façon un peu rigoureuse, ont l'impression que c'est du 70-80%, mais pas du tout. Pas du tout. Là, c'est peut-être dans de très grandes années avec une très très belle météo. Bien sûr, ouais. Alors, la chance aussi, c'est peut-être, c'est malheureusement pas une chance, mais bon, c'est un état de fait, c'est que le changement climatique provoque peut-être des conditions plus favorables sur ce haut sommet,
puisque visiblement les créneaux météo ces dernières années sont plus longs, les bons créneaux météo sont plus longs que dans les années précédentes où c'était des créneaux météo qui étaient très courts. Oui, c'est possible. Même si nous, l'expérience qu'on a en 2021, on avait eu 2 cyclones sur le golfe Oui, du oui, Canada. ça, Il y a toujours des exceptions. Voilà, c'est toujours, des oui. exceptions qui confirment la règle. Jean-Michel, merci beaucoup du temps que tu nous as accordé ce soir. Il est presque 19 heures. J'ai une question effectivement de quelqu'un qui demandait, et alors? Et donc toi, tu vas y retourner? Non, je ne vais pas y retourner parce que, ayant passé 1 an de ma vie sur cette montagne, je trouve que c'est déjà pas mal et largement suffisant. Et puis, et puis l'Everest, je croyais que, je croyais que c'était difficile parce qu'il ne m'avait pas donné le sommet. Mais aujourd'hui, je me dis, il m'a donné bien plus que le sommet. Il m'a donné une inspiration pour écrire des livres, des romans, des histoires. La dernière que j'ai faite, cette histoire de l'Everest, j'ai vraiment aimé la faire. J'ai fait avec le sourire. C'était génial de me replonger dans toute cette aventure. Je me suis rendu compte d'une chose très précise, c'est que euh, depuis la réussite de Tenzing Hilari en 1950, j'ai connu pratiquement tous les protagonistes de l'Everest. Donc c'est rigolo. J'ai connu Hilary, bien sûr. J'ai connu George Lowe, Alfred Gregory, donc les protagonistes de 53. Et puis après, j'ai pratiquement connu tout le monde. Doug Scott, Pierre Mazot, pour les Français, Jean Affa, bien sûr. Tous. Je ne peux pas dire tous ceux qui ont marqué, j'entends. Bien sûr, Christine Janin, première française, etc. Bon, ça a toujours été une joie. J'ai tous rencontré, c'était génial. On a envie de rester encore un peu avec toi, mais bon, on va te laisser quand même. Allez, si Non, on deux peut. questions, anecdote. Quelle est celle qui t'a allez, 2 anecdotes. Une qui t'a le plus amusé. Allez, si on commençait par ça. Oh, le plus amusé, c'est probablement, parce que je la raconte souvent, c'est l'aventure de Maurice Wilson. Tu vois, quand on est arrivé en 89 au pied du col Nord, à côté de ma tente, à un moment, la neige avait sublimé et j'ai vu un tas qui était, au début, j'ai cru que c'était un yak, mais en fait, c'était pas du tout un yak, c'était euh, un cadavre enroulé dans sa tente, des restes de fémur, etc. Et je savais parce que Marie Abrego, un basque, m'avait signalé qu'il avait vu ce cadavre et qui pensait être celui de Maurice Wilson, un Britannique un peu original qui était mort en 1934 sur cette montagne à près de 7000 mètres. Il se trouve que les Anglais en 1935 l'avaient retrouvé, posé dans une crevasse pratiquement au sommet du col Nord, que les Chinois l'avaient retrouvé en 1975, remis dans une crevasse, et que ce pauvre Wilson avait fait toute la descente intégrale depuis le sommet du col Nord jusqu'en bas. Et en fait, il a fait 600 mètres de dénivelé pour se retrouver en bas. Voilà. Et donc, c'est un personnage qui m'a toujours ému. Je le trouve incroyable. Voilà. C'est un personnage fantasque qui avait acheté un avion pour se rendre au Tibet alors qu'il n'avait jamais piloté. Bref, c'est toute une aventure. Jean-Mi, Après, merci. Ouais. une autre aventure Oui. qui pour Ah moi oui. m'a touché beaucoup, je peux repenser à cette nuit dans cette tente à 7800 mètres où j'étais avec Chantal Mauduit et nous n'avions pas de sac de couchage. On était tous les deux un peu serrés comme ça. On avait froid, c'était pas terrible. Et dans la nuit, Chantal a fait un bond terrible parce qu'elle a dit une avalanche. Et effectivement, il y a un train qui est passé à côté de nous, monstrueux. On s'est dit, ben, c'est bon, quoi, on va partir avec, quoi. Puis en fait, non, c'est une avalanche qui est partie sûrement 150 mètres plus loin, qui nous a épargnés. Voilà, on était très contents. Et, et Chantal est décédée dans ces circonstances-là au Dhaulagiri. Elle est morte dans sa tente de nuit, bousculée par une avalanche. Elle était avec son Sherpa. Je repense souvent à elle, à ce moment-là, qui avait été heureux et qui avait fini, qui était prémonitoire quelque part. Voilà. Jean-Mi, merci beaucoup encore d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. Eh ben, merci à vous. Et puis à bientôt.
Bon, j'espère que vous m'emmènerez au camp de base de l'Everest, au minimum, hein. Eh ben, écoute, c'est dans nos projets. À bientôt, Jean-Mi. Merci. D'accord, super. Merci. Je vous Ouais. raconterai des histoires là-bas pour Ah, distraire. oh là là, mon Dieu. Le bonheur. L'Everest avec Jean-Mi. On fera ça Allez, ensemble. ciao, ciao. Merci à vous. Merci à vous tous. Alors, j'ai très peur parce que je pense que le truc s'est arrêté. C'est pas grave, on a tout. On a D'accord. tout. On a tout. Jean-Mi, à bientôt, hein. Ça allait? C'était parfait. On est encore en direct. Oh, pardon. Je ne sais pas arrêter. Mais non, mais je pense que c'est ça le direct. C'est ça qui est Bon, sympa. c'est ça qui est bien. Ça a été Mais je génial. pense que c'est vrai, hein. J'espère que ça a plu. De ce que je vois comme message, tout le monde D'accord. a été super content. À bientôt, Ah, hein. je suis très content d'avoir parlé des vrais une fois de plus. Merci. Merci Merci. à vous.